Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque nous allons parler de WAF. Et le WAF, c'est un sujet qui tient à cœur aux fondateurs de Non Limite Sécu. Pour discuter de ce sujet, nous avons un invité, Florian Pitance. Bonjour Florian. Bonjour. Et pour discuter avec lui, nous avons comme contributeur Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff, moi-même. Oui, alors on regrette que pour parler de WAF, le fan du WAF, Joan Uloa, est absent aujourd'hui. Alors Florian, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Ouais, avec plaisir. Merci pour l'invitation d'ailleurs. Florian Pitance, moi je viens du milieu cyber par la fac, par l'université. Personne n'est parfait, donc je suis un pur produit technique, on va dire. Je suis passé par le ministère des Armées, j'ai été prof, etc. Et donc maintenant j'ai fondé Bunker IT depuis 4 ans, où on allie à la fois des compétences plutôt en consulting, en audit et aussi de l'édition de logiciels. Donc tu édites un logiciel open source qui est un WAF. Pour commencer, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'un WAF et à quoi ça sert ? Parce que c'est un acronyme qu'il faut définir. Oui, effectivement. Et je ne sais pas s'il existe une version française de cet acronyme, Hervé nous le dira. Peut-être un parfait applicatif. Il n'y en a plus besoin. Non, c'est tous les pare-feux web applicatifs, ça fait l'affaire. Oui, surtout qu'en plus maintenant il est aussi question de WAP pour inclure les API en plus des applications. Bon, de manière concrète, on peut voir effectivement, comme tu l'as dit Hervé, le WAF comme un pare-feu pour les applications. Pourquoi application ? Parce qu'en fait, contrairement à un pare-feu classique qui ne va pas forcément aller lire le contenu de la requête, le WAF lui va aller le lire, mais par contre le WAF se focalise plus sur des applications, et en particulier dans le monde d'aujourd'hui, des applications web, donc le protocole HTTP, HTTPS. Et d'un point de vue architecture, souvent il se positionne comme reverse proxy en frontal des applications, quoi. Dans une DMZ par exemple. Donc si je comprends bien, il y a quelques années, tu as entrepris le projet audacieux d'écrire ton propre WAF. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? En fait, il y avait deux grands besoins que j'avais initialement, et vu que je les avais, il n'y avait rien qui m'allait dans ce qui se faisait. J'ai décidé de répondre moi-même à ce besoin. De manière concrète, si on doit mettre en place des applications web en ligne, on a un peu le choix. Soit on a les sous, je vais acheter un WAF qui est un peu coûteux, soit j'ai pas les sous, je vais me taper des règles mode security ou les 1000 lignes, les 1000 pages de documentation ANSI ou des choses comme ça pour appliquer toutes les bonnes pratiques à la main. Et donc il manquait en fait à l'époque une solution clé en main qui permettait un petit peu d'avoir un entre-deux et surtout d'avoir une partie libre et donc a fortiori open source. Oui, mais tu veux dire que tous les logiciels libres qui permettent de faire ça, ça n'allait pas pour toi ? Oui, d'un point de vue gestion au quotidien, d'un point de vue configuration, d'un point de vue automatisation, d'un point de vue voilà. Et alors pourquoi tu n'as pas choisi le meilleur d'entre eux pour y contribuer ? Parce que peut-être qu'à l'époque je me sentais pas de le faire, et peut-être que aussi je pense qu'avec le recul, je pense pas qu'ils auraient voulu prendre la direction dans laquelle je désirais aller, etc. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. C'est pas faux, mais je pense que le meilleur d'entre eux, on parlait sans doute de mode security peut-être, qui est vraiment tourné bibliothèque, alors que il n'est pas vraiment tourné solution à part entière, solution qu'on peut déployer sur étagère avec une interface de gestion, avec des API, etc. On était vraiment, je pense, à mon sens, du moins, sur un problème de fond où c'était une bibliothèque, mais qui fait le taf, mais pas une solution à part entière. Mais effectivement, tu as raison, Hervé, si on ne tente rien, on n'a rien. Oui, parce que ce que j'ai vu sur ton projet, c'est que tu fournis quand même des choses un peu modernes, comme du Helm pour les gens qui déploient dans les clusters Kubernetes et des choses comme ça. C'est vrai que mode security, j'avoue, je ne sais même pas si le projet est encore maintenu aujourd'hui. Il me semblait que le mainteneur principal s'était un peu mis en retrait.
Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que il y a eu un peu de grabuge, comme on pourrait dire, pour faire une référence à OSS, mais en fait, oui, c'était une entreprise privée américaine, il me semble, qui avait en charge le fait de maintenir la solution, bon, qui devait avoir un intérêt commercial évidemment derrière. Et depuis, en fait, le projet a été remis à l'OWASP, tout simplement. Donc, en théorie, il est toujours maintenu. C'est même plus que la théorie, hein. On voit qu'il y a des nouvelles versions quand même de manière peut-être pas assez régulière, mais il y en a. Et effectivement, pour rebondir, Nicolas, nous, de notre côté, le besoin initial était aussi de pouvoir intégrer la solution dans différents environnements. Qu'on soit sur Linux, qu'on soit sur Docker, qu'on soit sur Kubernetes, etc. On essaye un petit peu d'avoir une approche moderne, mais même, je pense que c'est un besoin qui revient souvent avec tous les systèmes d'information qui sont très hétérogènes, les environnements, etc. D'avoir quelque chose, on se prend pas la tête et on peut le déployer facilement. Alors du coup, tu es reparti de zéro, si j'ai bien compris, ou est-ce que je me trompe? Alors pas exactement, on a quand même vu que c'est une solution avec un cœur qui est libre, hein, on n'a pas réinventé la roue sur l'aspect serveur web, parce qu'en fait on se base sur Nginx. On se base sur Nginx, sur le pur serveur web, sur l'aspect pur serveur web. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il fait très bien le taf. Et nous, notre plus-value, on voulait qu'elle soit justement plutôt sur la modernisation, sur l'intégration dans les systèmes d'information, et pas forcément de réinventer la roue. Surtout que Nginx, d'un point de vue performance, il a fait ses preuves. Enfin bon, c'est quelque chose qui est modulable à souhait, qui a plutôt été bien codé. Bon, on a le meilleur des deux mondes, si j'ose dire. Il a quand même été inventé par un Russe et racheté par des Américains. Bon, voilà, je me suis dit que c'était un bon choix. Et autour de ça, effectivement, on est capable d'exécuter du code à chaque requête, en fait, du code LUA, un peu comme les serveurs Minecraft ou non, c'est plutôt de GTA, des serveurs GTA. Il y a beaucoup de hacks avec du code LUA, donc on a poursuivi sur cette lancée. Et du coup, tu t'es abstrait d'un grand nombre de problèmes liés au parsing HTTP et autres différences d'interprétation entre les différentes stacks. Que c'est un peu la question que j'allais te poser, c'est quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et auxquelles tu t'attendais pas forcément quand tu t'es dit allez, je vais coder ça sur un coin de table, ça va me prendre 5 minutes. Ouais, alors il y en a eu un paquet, ouais. Effectivement. Bon, on pourrait parler de la première CVE qu'on a dû publier. On a eu ça a mis un peu de grabuge encore une fois en interne à Bunkerity. Après, pour être un peu plus sérieux, bon, même si le sujet de la CVE est très sérieux, pour être un peu plus sérieux, c'est surtout on a mal évalué certains besoins, notamment en performance, notamment quand il y a énormément de requêtes qui viennent, et ça en fait on l'a appris en ayant des retours de la communauté et de nos clients, en nous disant bon regardez, là j'ai 1000 services. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que oui, on rajoute des couches de sécurité, mais la performance, il faut pas l'oublier non plus, par exemple. Oui, parce que tu parles de LUA, mais j'étais sur GitHub, il y a beaucoup de Python aussi. C'est quoi? C'est pour l'interface web de gestion? Oui, c'est ça, ouais. Exactement, oui. En fait, tout ce qui est parsing de requêtes se fait avec Nginx, puis nous, après, en LUA, c'est vraiment ce qui va faire le blocage des requêtes et l'intelligence cyber. Mais effectivement, autour de l'aspect pur cyber et reverse proxy avec le serveur web, on a des composants autour. Donc, tu l'as dit, on a une interface web qui est codée en Python. On a ce qu'on appelle en interne un scheduler qui va exécuter des jobs, par exemple récupérer des blacklists depuis Internet, récupérer des informations d'autres solutions de cyber, et tout le reste est codé en Python, même le ingress controller, vu que tu en as parlé, Nicolas, le Helm chart, le ingress controller qu'on a, donc le ingress controller pour Bunker Web, il est codé en Python aussi. Voilà, donc on a fait un choix pragmatique. Le choix de la facilité. Ça aurait été sympa de tenter de le faire en Rust, cette partie-là. C'est vrai. Je n'ai rien à dire sur ça, et je suis totalement d'accord. On a pris le choix de la facilité. En Rust, alors on a aussi le Go qui est pas mal à la mode, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le reste est peut-être plus... Pour un outil de sécurité, donc je pense que tu peux rester sur Rust. Ouais. Mais bon, il y a des gens qui ont audité
la sécurité de ce que vous avez fait? Parce que déjà, dès qu'on a une interface web, on est vulnérable, hein. Oui, alors en plus nous on a une interface web et alors on recommande fortement à nos clients et à nos utilisateurs d'utiliser BunkerWeb pour la protéger. On déconseille de l'ouvrir sans Non, mais qu'il y ait surtout de ne pas BunkerWeb la devant. mettre sur Internet. Ne mettez Ah pas oui. les interfaces web d'administration sur Internet. Clairement. Et alors, pour te répondre, Hervé, oui, on a eu 2 CVE. J'ai pas honte à le dire parce qu'on prône l'open security, donc il faut bien qu'on soit droit dans nos bottes. Donc, on a eu une première CVE sur l'interface utilisateur, Hervé. Tu as tout vu, tu as bien vu. Donc, qui était un open redirect. Du coup, on a bloqué rapidement les paramètres pour bloquer enlever les caractères qui pourraient donner lieu à cette vulne. Rebelote un an après, on a une autre entreprise qui nous remonte une autre CVE qui en fait, on avait mal patché notre open redirect et donc du coup, ils nous l'ont remonté en utilisant simplement / le HTTP ou HTTPS est implicite. On l'a appris, mais bon, enfin. Je préfère en rire maintenant parce que c'est d'une part ce n'était pas critique et d'autre part on prône librement et ouvertement l'open security et en plus de ça on n'a payé personne. Ces 2 personnes on les a pas payées. C'est des honorables contributeurs qui ont remonté tout ça. Et justement, le choix de Python, de la facilité, est-ce que vous avez beaucoup de contributions externes? Est-ce que vous avez de l'activité de gens qui utilisent votre produit, par exemple, sur le GitHub? Oui. Alors, on garde toujours la main, hein, pour préciser, on n'est pas un projet à gouvernance communautaire, donc c'est nous gardons la main sur les pull requests, etc. Donc effectivement, on a des contributions de code, on a des contributions beaucoup, je trouve, plus que sur le cœur de la solution, on en a beaucoup sur les éléments qui seraient autour. Par exemple, moi j'ai été agréablement surpris, de quand on a sorti notre mode multilingue sur l'interface utilisateur, d'avoir dès le premier jour des contributions. Je me souviens une personne en Turquie qui nous a traduit, tout traduit en turc. C'était vraiment impressionnant parce qu'en plus il avait fait une issue sur GitHub pour nous demander d'inclure cette fonctionnalité. L'issue avait 2 ans ou 3 ans, je crois. On a pu close l'issue au bout de 2 ans et lui, il était toujours présent. Donc c'est vrai que c'est le côté vraiment sympa de l'open source. Après, il faut aussi dire que ça fait pas tout. Si on n'est pas là, le projet ne continue pas, à moins qu'il retombe sous une gouvernance communautaire. Parce que oui, c'était un peu le sens de ma question. Comment est-ce qu'on fait pour vivre de l'open source? Eh oui, ça c'est... Animer une communauté, effectivement, aller voir potentiellement des fondations, des trucs comme ça. Enfin, quel est ton business model derrière? Ouais, en fait, nous on s'est basé sur des choses qui se font déjà. On peut citer Grafana, on peut citer, on pourrait en citer d'autres. Déjà, nous, à savoir, on a une licence AGPL v3, donc on peut même dire qu'on est libre, ce qui déjà force les personnes qui modifient la solution, les force à redistribuer dans la même licence. Donc c'est une licence dite virale. Sauf que nous, on en garde les droits d'auteur, donc on est en capacité, on a le droit de distribuer en double licence. Donc déjà, si quelqu'un n'aime pas le fait de prendre la solution en mode AGPL v3, on peut très bien lui distribuer sous une autre solution avec d'autres conditions, d'une part. Donc ça peut se monétiser. D'autre part, on s'est basé sur le modèle... Pardon, allez-y. Oui, mais Hervé. Concrètement, est-ce que t'as déjà eu l'opportunité, par exemple, de quelqu'un qui le met dans un boîtier? Là, actuellement, dans un boîtier, non, on n'en a pas, ou du moins mais pas tu pourrais, le cas échéant, tu pourrais avec une licence qui te permet de gagner des sous. Exactement, c'est ça. On l'a prévu du moins de par le dual licensing. Ensuite, de manière plus concrète, et là ce qu'on a pour te répondre, Hervé, donc on a une version pro qui est en fait une amélioration de la version communautaire avec plus de fonctionnalités qui ne sont pas présentes en communautaire.
En fait, on transforme la communautaire via une clé de licence en version professionnelle, parce que derrière, d'un point de vue technique, on a une architecture modulaire. Donc en fait, on rajoute des plugins professionnels, exemple type du multi-utilisateur sur l'interface d'admin, de l'anti-DDoS plus évolué sur les sessions SSL, TLS, etc., etc. Et là, on a sorti Oui, donc en fait, Oui. la version libre de BunkerWeb, c'est comme un produit d'appel. Et puis celui qui finit par s'en servir de manière un peu dans un cadre professionnel, il finit par venir chez toi. Mais ça t'a donné des clients dans le monde entier ou pas encore? Oui, alors oui, effectivement, on en a dans le monde entier, Malaisie, en Asie, même à côté de d'autres pays en Malaisie, on en a. En Europe, on a beaucoup en Suisse, en Allemagne. En Suisse, notamment dans le médical, mais pas que. En France aussi, évidemment, mais c'est vrai que c'est une des forces d'un business model open source, c'est que on a un côté, excusez-moi l'anglicisme, mais international first, du fait que on met tout en anglais déjà de base, etc. Et puis on attire du monde d'un peu partout. Ouais. Et en complément, on a aussi une version hébergée de BunkerWeb, qu'on appelle BunkerWeb Cloud, qui est en fait notre version pro, avec plus de fonctionnalités, mais hébergée par nous. Alors on n'a pas nos propres serveurs, ni notre propre data center, donc on se base sur des data centers et des serveurs existants. Et là, du coup, le professionnel ciblé, c'est le professionnel qui n'a pas envie de s'embêter avec la partie infrastructure, qui veut quelque chose de clé en main. Ça, c'est vraiment des business models plutôt courants en open source, mais c'est vrai que peut-être en cyber un peu moins. Voilà. Et du coup, sur les signatures, parce que tu as une compatibilité avec les signatures mode security, mais c'est aussi un endroit où il y a une grosse valeur ajoutée potentiellement. Qu'est-ce que vous détectez? Qu'est-ce que vous faites de plus que ce qu'on peut trouver ailleurs? Ouais. Est-ce que vous avez une valeur ajoutée là-dessus? Très bonne question. Alors effectivement, tu as parlé de mode security. Donc j'avais précisé qu'on a une architecture modulaire. En fait, pour être précis un petit peu au niveau technique, c'est que quand on voit une requête qui arrive sur un service web, ça part du handshake au niveau SSL, TLS, jusqu'à je viens de traiter la requête, je dois faire un log. Donc nous, on est capable d'exécuter du code à chaque niveau. On intègre mode security, mais pour nous, c'est un plugin. C'est-à-dire qu'en un clic, on peut le désactiver. On inclut aussi le core rule set qui est prévu de base, et on propose aux professionnels, ceux détenteurs de la licence pro, nos propres rule sets basés sur les données qu'on récupère en open source, par exemple. Outre cet aspect donné, on a par exemple une fonctionnalité anti-robot, le fameux CAPTCHA ou la fameuse barre de chargement ou petit trou qui tourne avant qu'on accède à un site web. Nous, elle est dispo en communautaire. Donc ça, c'est une fonctionnalité en propre à nous. On a une fonctionnalité qui permet de détecter les comportements suspects. Je la fais courte, je lance un SQL map, je lance un DIRB, je lance un outil de scan automatique. Nous, on arrive à le voir parce que l'outil, il arrive avec ses grands sabots, il va nous générer 100 codes d'erreur 404 en l'espace de 10 secondes, et donc on détecte ce comportement suspect et on bannit de manière automatiquement l'IP. Ça, c'est un exemple de fonctionnalité qui permet en fait de faire en sorte d'essayer de gagner la guerre psychologique. C'est-à-dire que l'attaquant arrive, il a l'antibot, il a ModSec, il a la détection de comportements suspects, il doit changer d'IP à chaque fois, il change le VPN, etc. Bon, il y passe une heure, il va passer à une autre cible. Donc et alors après, on a aussi les fonctionnalités de reverse proxy classiques, c'est-à-dire qu'on gère le HTTPS de manière automatique. On a du rate limiting aussi, pouvoir limiter le nombre d'accès par seconde ou par jour à une ressource, etc., etc. Mais tu parlais de remontée, de signature en open source. Je ne sais pas trop ce que tu voulais dire par là. Est-ce que vous avez de la télémétrie? Est-ce que vous remontez, par exemple, s'il y a une vague d'attaque sur un site web inconnu, ou peu connu, une faille pas connue encore, mais par contre tu vois qu'il y a une grande densité d'URL toutes identiques qui sont scannées chez les clients? Est-ce que c'est genre choses que vous remontez? Oui, c'est le genre de choses qu'on remonte, seulement sur les URL qu'on aurait catégorisées comme suspectes, d'une part, et d'autre part, je tiens à le préciser quand même, c'est une fonctionnalité qui est optionnelle. C'est-à-dire qu'à tout moment, parce qu'on prend quand même la souveraineté des données, la maîtrise, etc. Donc oui, c'est une fonctionnalité, on a de la télémétrie, comme on pourrait dire, donc on récupère les attaques qui ont été bloquées, notamment sur les instances open source, on les analyse, et de là, effectivement, on en tire une intelligence, comme tu
l'as dit, des patterns qu'on voit émerger un petit peu partout dans le monde, des adresses IP qui sont beaucoup plus virulentes que d'autres, etc., etc. Oui, parce que je pense à un autre produit français qui fait un peu la même chose, et peut-être que tu vois de quel je parle. Oui, alors on a même un partenariat technologique avec eux, parce qu'on peut s'intégrer pleinement. Vous parlez du Bika, vous parlez de qui là? De CrowdSec, moi je pensais à CrowdSec. Ah, je pensais à eux aussi. Bien sûr, ah oui. Effectivement. Oui, CrowdSec, il y a une très bonne présentation à l'OCI. Eh ben, on s'intègre pleinement avec eux, c'est-à-dire qu'on peut remonter, alors ça c'est pas de par notre partenariat technologique avec eux, on peut soit utiliser BunkerWeb en bouncer avec CrowdSec, donc déjà BunkerWeb peut demander à CrowdSec, coucou j'ai cette adresse IP, est-ce que je dois la bloquer ou pas, et en plus de ça on peut remonter les logs générés par BunkerWeb dans la console de CrowdSec, comme si c'était une instance CrowdSec classique. Donc tu fais bien d'en parler et on fait bien de les citer parce que on s'entend bien avec eux. Et est-ce que tu regrettes quelque chose? Tu viens d'une expérience, si j'ai bien compris, du monde académique ou du monde militaire. Passer dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout dans l'open source, c'est pas forcément évident. Quelle est ton expérience là-dedans? Ouais, moi je pense que la première des choses, vu que je suis technique à la base, la première des choses, c'est que j'aurais dû penser commercial dès le jour 1. Il y a du bon et du mauvais, c'est que voilà, maintenant on a un produit depuis le temps qui est bien, on a enfin des clients maintenant, après 2 ou 3 ans de R&D, etc. Donc maintenant ça va bien, mais penser commercial dès le jour 1, c'est super important, d'autant plus quand on vient du milieu technique. Ça c'est vraiment une chose qu'on a tendance à sous-estimer, surtout voilà. Oui, mais c'est aussi parce que tu es non seulement technique, mais peut-être tu es dans une région où tu n'as pas autant d'opportunités que quelqu'un qui est en région parisienne de se confronter immédiatement à la réalité commerciale. Parce que l'avantage aussi de faire du logiciel libre, c'est que finalement tu peux le faire n'importe où, y compris dans une ville de taille raisonnable et agréable à vivre. Là où pour te lancer directement dans un produit commercial, je peux te dire que si t'es pas dans une grande ville, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Paris, Lille, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup plus dur. Donc voilà, c'est à la fois c'est avantage, inconvénient quoi. Ouais, je comprends ce que tu dis, Hervé, c'est-à-dire qu'avec un produit commercial où il n'y a pas de partie open source, on est obligé d'y aller en fait. C'est ça, c'est ce que tu veux dire, ouais. Enfin, oui. on est obligé de vendre directement. On sort tout de suite, et on se confronte, et puis on a autour de soi les gens. Donc, bon, après, maintenant c'est fait. Hein. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Non, mais ça résonne. Ce que tu dis, ça résonne, et oui, voilà, il y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais voilà, bon, c'est pas un regret, ça serait un grand mot, mais quelque chose que je ferais différemment du moins. Mais par exemple, aujourd'hui, la taille de la société, elle permet d'avoir combien d'équivalents temps plein sur des fonctions absolument pas techniques, c'est-à-dire purement marketing, commerce, communication. Ouais. C'est quelle taille pour donner une idée? Ouais, on a 4 personnes du coup. 4 personnes qui ne sont pas techniques, oui, effectivement, ouais. On a un responsable com, une responsable commerciale, on a un business développeur. Donc oui, ça commence à faire. C'est vrai qu'il faut payer les gens, etc. Mais étrangement, j'aurais dû prendre des gens comme ça dès le départ. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on peut pas deviner. J'ai préféré prendre plutôt des personnes techniques au départ, plutôt que des personnes non techniques. En fait, bon. Et comment tu as financé? Alors, on a eu un financement en fonds propres de mon côté, principalement. On a remporté des appels à projets, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine, BPI, et aussi au niveau de France 2030, France Relance. Et puis alors, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on n'a pas parlé pour continuer sur le business model. On a à la fois BunkerWeb, mais on a aussi à côté des activités d'audit et de consulting qui financent énormément la partie plus R&D qu'il y a sur BunkerWeb, enfin qui ont financé, on va dire, au départ, énormément. Aussi de la formation mais l'astuce d'avoir un développement logiciel,
c'est qu'il peut occuper de manière productive le temps pendant lequel les gens ne sont pas en train de faire un audit rémunéré. Et donc, il n'y a pas de période d'inactivité quand il y a une activité de développement web. Et c'est ce que je pense que les auditeurs doivent comprendre de l'intérêt du modèle. Clairement, je pense aussi, et même de manière générale, comme on dit en anglais, le fait de bootstrapper sa propre entreprise, donc comme tu dis Hervé, avec peut-être une activité de consulting et lors de creux, pour moi c'est très pragmatique, je trouve. C'est ce que les ESN appellent les intercontrats. Oui, effectivement. Et ben les intercontrats, chez toi, ils sont occupés à développer le logiciel, donc il n'y a jamais d'intercontrat. Exactement, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu attends des auditeurs de Limite Sécu? Est-ce que tu veux plus d'utilisateurs, plus de contributions, plus de financement, plus de candidats? Est-ce que tu veux qu'on fasse passer notre épisode de podcast dans des écoles de marketing ou c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Il faut beaucoup plus d'utilisateurs, ça, toujours. Oui, ça, je pense que la priorité numéro 1, c'est les utilisateurs, parce que sincèrement, d'un point de vue commercial, plus on en a, plus on va en basculer sur la partie pro. Donc déjà nous, d'un point de vue purement technique, purement open source, purement tout, il nous faut de plus en plus d'utilisateurs, et il y aura forcément des personnes qui vont basculer en pro, des personnes qui vont contribuer, des personnes qui vont nous remonter des bugs, des personnes qui vont nous dire ah ben tiens, vous avez pas mis telle fonctionnalité, et nous on va se dire ah ben oui, vous êtes la centième personne à nous en parler, on va peut-être la mettre, etc. Donc effectivement, plus on aura d'utilisateurs, mieux ce sera. Marketing, ça va encore là. Là, on est bien. Je trouve 3 personnes qui ne sont pas que en marketing d'ailleurs, mais qui ne sont pas tech chez nous, c'est beaucoup. Du coup, je vais te poser la question, et tu sais que je vais la poser, et tout le monde sait que je vais la poser. Est-ce que vous avez de l'IA? Est-ce que vous avez cette feature? Eh oui, alors ça c'est une grande question. Alors si on va soulever un lièvre, parce qu'après il va y avoir la problématique de souveraineté qui va venir, c'est ça. Il va y avoir la problématique qui héberge l'IA, qui opère l'IA. Non, mais il y a Mistral, hein, t'inquiète pas. Il y a Mistral, effectivement. Est-ce que Mistral est suffisant? La question se pose peut-être. Eh bien, il y a Albert en backup. Tu vas nous le dire. Alors, nous, on a déjà un chatbot. Tiens, pour parler open source, on a un chatbot sur notre doc. Oui, effectivement. Donc déjà ça sur l'aspect pur aide, pure documentation, etc. Un chatbot, je pense que ça c'est vraiment un incontournable maintenant. Je vois pas pourquoi on s'en priverait. Franchement, donc oui, on a déjà ça. Vraiment, c'est le b.a.-ba de l'IA. On est en train de travailler aussi sur une résolution de faux positifs automatiques basée sur notamment des algorithmes d'IA, mais pas que. Hein, on peut aussi les cadrer un peu. Il y a des choses qui sont pas si complexes que ça. Et après, sur notre chaîne aussi de rapatriement de données, des instances open source, effectivement, il y a des algos un peu complexes qu'on pourrait qualifier d'intelligence artificielle qui travaillent dessus. Mais ça, c'est un grand sujet chez nous. Je pense que tiens, c'est peut-être un futur poste de data analyst qui s'ouvrira, parce que rien que d'en parler, j'en perds mes cheveux, même si j'en ai plus beaucoup déjà. On n'a certainement pas fait le tour de la question des WAF, parce que c'est un sujet de débat inépuisable. Mais est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin? Effectivement, je pense que le mot de la fin, ça serait allez télécharger BunkerWeb, arrêtez d'aller chez les géants américains, que ce soit sous forme d'appliance, que ce soit sous forme de produits SaaS dont on ne sait même pas comment ça fonctionne, etc. Au moins chez nous, vous avez l'auditabilité, vous pouvez aller chercher le code source. Si vous voulez même le code source de la version pro, on vous le donne avec contrat. Vous avez la souveraineté, on est 100% français, aucun capital extérieur, et vous avez l'interopérabilité, parce que même si vous en avez marre de travailler avec nous, vous pouvez toujours garder la partie communautaire et faire vos propres plugins. Voilà, donc stop aller autre part qu'en France au moins. Merci Florian, c'était très sympa. Merci à vous. Et chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.